Habitants masqués des plafonds, attention. Habitants masqués des plafonds, attention. On vous ment. 2 milliards de faux témoins. 2 milliards de faux témoignages à la seconde. Nous plaidons non coupables. Et n'allez surtout pas condamner sur des aveux, même signés. À l'époque, on disait « l'accusé vient d'avouer, donc il est innocent ». Un seul dit vrai. Le titan fracassé, témoin oculaire, séculaire, régulier, séculier, in secula, seculorum. Moi, l'homme est mort et je suis son témoin. Siècle, je vous dirai le bout de mon siècle, et vous acquitterez les accusés. Les faits, je m'en fous, je les laisse aux faux témoins, je leur laisse les causes occasionnelles et les raisons fondamentales. Ainsi parlait Franz von Gerbach dans la pièce de théâtre de Jean-Paul Sartre, Les séquestrés d'Altona. Franz von Gerbach, c'est un ancien officier du régime nazi, et pendant les 3 heures de la pièce, il va tenter de nous convaincre qu'il n'y a pas de bien et de mal, qu'il n'y a pas de vérité, que tout est totalement relatif. En somme, qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Ce personnage de Franz, j'espère que vous avez pu le percevoir, il est un peu fou. Enfermé dans sa chambre depuis 13 ans, il a perdu le lien à la réalité. Il est dans une forme de délire. Et ce n'est finalement pas étonnant, car pour dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, il faut renoncer à toute forme de valeur, toute forme de jugement. Et quelque part faire taire ses sentiments, couper le lien avec ses émotions, c'est tuer à petit feu son esprit et son corps. Dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, c'est verser dans un relativisme médiocre. C'est la philosophie des hommes vides, perdus à demi-morts. S'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, alors à quoi bon? À quoi bon s'échiner à longueur de journée, à essayer de créer ou de progresser? On est dans une philosophie du renoncement, de la dépression, une forme de bouddhisme en carton, où plus rien ne nous touche, ne nous motive, ne nous inspire. Alors on ne s'emmerde plus. Vous qui avez pour beaucoup fait des classes prépa, vous auriez pu vous dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise école de commerce. Qu'HEC ou le SC Po, c'est du pareil au même. À quoi bon travailler? Prenons un autre exemple dans le domaine de l'art. Au diable les Michel-Ange et autres Léonard de Vinci. Un petit coup de rouleau de peinture bleue sur une toile, et l'affaire est dans la poche, on est un artiste. Et d'ailleurs, à quoi bon tendre la main vers le pinceau? Un petit RSA, ou l'héritage de grand-mère, une bonne couette douillette, et c'est parti pour une vie au fond du lit. Alors évidemment, je caricature un peu. Le relativisme peut avoir des aspects intéressants, notamment dans le champ artistique. Et puis vous me direz quand bien même cette philosophie serait uniquement dépressive et stérile. Chacun est libre de choisir de vivre sans raison et sans ambition. Effectivement, si le relativiste reste chez lui, aucun problème. Mais rappelons-nous que le relativisme, comme le marxisme ou le nazisme, il peut être une doctrine, une idéologie. Le relativisme, il croit avoir compris ce qu'est la vie et il tente de s'imposer. La théorie du « il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation », elle est fausse et castratrice, on l'a vu, mais elle est aussi dangereuse. Car en plus d'être la philosophie du « à quoi bon », elle est surtout celle du « tout est permis ». Car s'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, si tout est question d'opinion, si l'on se situe au-delà du bien et du mal, alors vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que j'arrache la tête du premier étudiant venu. Eh bien oui, n'est-ce pas une manière comme une autre de s'amuser? Et que dire des génocides, de l'esclavage? Ce ne sont que des façons de voir la vie finalement, non? Vous l'aurez compris, bien sûr qu'il y a des bonnes et des mauvaises situations. Et ce qu'il détermine, c'est la morale. Si vous n'avez pas de morale, si votre seule ligne de conduite, si votre seule ligne directrice, c'est
qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, alors vous devenez une pure girouette, un petit sac poubelle qui vole au vent et qui se laissera entraîner par la moindre pulsion, happé par le premier discours un peu séduisant. Privé de votre raison, vous ne saurez pas dire non. Si vous n'avez pas d'exigence morale, vous vivrez comme un animal, incapable de distinguer le bien et le mal. En somme, vous cesserez d'être homme. J'aimerais conclure en vous donnant quelques nouvelles de Franz von Gerbach. Après 13 années passées dans sa petite chambre à boire du champagne du matin au soir, en pleurant la défaite de l'Allemagne, après 13 années à coucher avec sa petite sœur, après 13 années passées à nous expliquer qu'il était légitime et utile de tuer et torturer les prisonniers, il est monté dans la Porsche de son papa et il a foncé tout droit dans l'océan. Mais il était déjà bel et bien mort depuis 13 ans. Et ce qui l'a tué, c'est d'avoir pensé qu'il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise situation. Martin, tu disposes d'un droit de réponse? Oui. Vous faites ici, en quelque sorte, le procès de la paresse et du manque d'ambition. Comme je suis content d'être paresseux et de ne pas avoir d'ambition, le mal est surtout fait pour ceux qui se battent pour un succès futile. Mais quelle naïveté! Profitez plutôt de la vie, au lieu de vouloir avoir une bonne situation, une mauvaise situation. Encore une fois, félicitez-vous d'être paresseux. Alors, excuse-moi Martin, mais il se trouve qu'il y a des bonnes et des mauvaises plaidoiries. Et ce soir, la tienne était mauvaise. Alors, bon, tu t'es dit que tu étais suffisamment bon, suffisamment intelligent pour ne pas faire appel à des grands noms de la philosophie. Inutile pour toi de faire référence à Platon ou à Kant. Tu te contenteras d'Otis dans Astérix et Obélix, de Donald Duck et de François Fillon. Voilà tes références. Ensuite, j'ai trouvé que tu avais laissé de côté une grande partie de la dimension philosophique du sujet. Tu nous as dit, voilà, une mauvaise situation, et ben, il y a des avantages, et puis, bah, dans une bonne situation, il y a aussi des inconvénients. Voilà ce que tu nous as dit. Bon, je pense qu'on aurait pu aller un peu plus loin. Tu nous as fait de la poésie de bas étage, tu as fait le mauvais acteur en imitant un militant communiste, et puis finalement, tu as terminé en incarnant un mauvais coach en développement personnel. Espérez, mes amis, les bonnes situations viendront à vous. Donc, voilà, comme je le disais, ce soir, pour toi, Martin, une mauvaise situation. Madame, monsieur, à vous la parole. Bonsoir à tous. Alors tout d'abord je me présente puisqu'on ne vous a pas présenté. Maître Julien Fénon, avocat au barreau de Paris. Et humble Gwenaël Boulet, ex beaucoup de choses et actuellement bourré. Voilà. Non, mon état actuel. Alors. Ah, on s'est grave fait chier, hein. Non mais franchement, là, pendant ça a duré quoi? Ah, ça a duré beaucoup plus longtemps que ce que je pensais. Non, on s'est grave fait chier, c'était vraiment un débat de vieux. Tu sais, t'avais d'un côté, Martin qui était là genre ouais, mais c'est quand même un peu stylé d'être flemmard et tout. Bah oui, on sent que t'es pas un grand sportif, quoi. Ça se voit physiquement. Ouais,
il te sort des discours que ton grand-père t'a censé profiter de la vie. Le mec est à 2 doigts de l'agonie, hein. Il crève en sortant de la salle. Ah, profitez, vous allez tous crever. Quoi. Et au cas où on est encore une once d'optimiste, on a Audrey derrière qui arrive. Bah, vous allez tous mourir. Putain. Au début, sur le droit de réponse, je commence par le droit de réponse parce que je m'en bats les couilles. Déjà, lui, il la vous voit, elle le tutoie. Il y a une relation d'âge, c'était hyper vénère. Toi, le petit con, ta gueule, elle t'a enfoncé et elle commence par te démonter. Et je me dis, ça y est, on s'amuse. Et là, elle redevient chiante. Mais chiante, genre ta colle de culture G, de première année. Je pense qu'on aurait pu aller un peu plus loin. Vous avez manqué la dimension philosophique du sujet. Tout le monde a entendu cette phrase. Je pense que vous avez raté une dimension du sujet. Oui, bah oui, je l'ai fait hier à 23h. Forcément, j'ai raté plein de dimensions du sujet. Bah là, c'était un peu ça. Et je pense que Martin l'a fait hier à 23h, hein, d'ailleurs. Elle est un peu donneuse de leçons, Audrey. Mais elle a pas tort. Elle a pas tort parce que t'es pas tout blanc, Martin. Déjà, tu commences par l'intro la plus chiante du monde. C'est-à-dire qu'il y a eu le grand silence d'Audrey. Bon. Il y a eu tout le moment où tu galères à installer ton pupitre, qui était très très long. Et tu commences avec une voix. J'ai déjà fait cette vanne plusieurs fois sur des critiques, l'histoire de « Ah, t'es en train de muer, tout ça ». Toi, tu muais pas, t'étais en train de jouir. C'est hyper gênant. Hyper gênant. L'intro hyper gênant. Le mec a mis 20 ans à installer son pupitre, il hisse comme ça, le truc. Paf Paf La plaidoirie. Ah putain, bah tu m'étonnes que ce soit ça. Et puis là, on a eu un moment d'absence, bon, Julien m'en a parlé, mais je pense que voilà. Sudoyer. C'est pas un verbe, sudoyer. Parce que Philippine, qu'est-ce qu'elle fait? Parce qu'on sent que Philippine, elle t'a chauffé en fait, Philippine, cette salope. Donc sudoyer, qu'elle me suçait au début, et après doyer, parce que tu t'es dit, non, je suis pas quand même du 16e, faut pas que je déconne, papa et maman, c'est en live sur Facebook, c'est chaud. T'as complètement fait demi-tour et là tu t'es dit, au lieu de te dire bon ok je vais faire un truc plus soft, comme ça papa et maman seront contents, tu t'es dit bah je vais pas articuler du tout. Comme ça si papa et maman regardent, personne va comprendre. Et effectivement on comprend pas tout ce que tu dis, mais vraiment pas du tout. Mais j'ai des notes hein, mais vraiment si, alors j'ai noté 2 fois petit cul. Tu t'avances comme ça. J'écoutais pas, donc j'avais que ça à faire, en plus on est bien assis et tout. Mais c'était vraiment genre... En fait, ton discours est hyper hypocrite. Parce que c'est vraiment Jean-Michel 16e nous parle du hasard de la vie. Non mais on peut tomber du bon ou du mauvais côté de la cuillère. Écoutez-moi, papa a une Porsche. Mais c'est un hasard et j'aurais aussi bien réussi si papa roulait en Fiat 500. Ça n'a rien à voir. Je vois pas de quoi vous parlez. Et le mec, il pue le piston à 20 bornes, il a son pull zippé comme ça, pas trop pour pas faire coinsos, il est à race. Alors le mec il se pose là en termes de snobisme, tu vois. Et en même temps il te parle des hasards de la vie. Mais toi t'as une chance de réussir, toi tu vas peut-être... Non. Audrey va réussir, oui, parce qu'Audrey, putain... Et ben Audrey c'est clairement ma colleuse de culture G. Elle sait plus que toi. Elle sait que t'as fait de la merde, et elle en a rien à foutre de te le dire. Elle commence son truc par un très long silence, le même silence que ta colleuse de culture G, genre à la fin de ta colle, genre... Ah, vous avez conclu. Un peu comme ta jouissance, finalement, ça va pas être la première fois qu'on s'étonne que ce soit fini. Voilà. Et là, je me dis, et là encore comme ma colleuse de culture G, et merde, elle est tarée. C'est-à-dire qu'elle commence par parler au plafond, hein, de toute cette citation là. Cette pièce dure 3 heures, elle le dit, qui irait voir cette pièce? Jean-Paul Sartre pendant 3 heures. Heydrich qui hurle au plafond. Vous, habitants du plafond! Putain! J'espère que les places sont pas chères, parce que même bien situées. Mais elle le sait, elle te dit non, mais bon, vous aurez compris, Heydrich est un peu fou. Oui. Oui, merci pour l'analyse. Et en fait, bah, Audrey, moi, j'ai vraiment aimé ce que tu as écrit, et vraiment, je trouve ça hyper bien écrit et tout. Mais c'est super déprimant. Et peut-être parce que tu le lis sur le ton de la Bible. C'est-à-dire qu'on avait vraiment quelque chose du style... Lecture de la parole de Jésus, bouddhisme en carton... Pour beaucoup, ça a fait des classes prépa, les BBA, ils viennent pas appeler des secs. Paf! Donc tous
les AST, tous les autres ils vont se faire foutre. Après on est 15 dans la salle, je pense que vous avez tous fait prépa, vous êtes tous potes de quelqu'un. Clairement, mais quand même je me suis dit au bout d'un moment, ok elle devient badass, elle critique. Et elle critique sur l'inactivité. Ouais, vous êtes tous des branleurs et tout, et on pourrait se dire que rien branler c'est cool et que machin. Et là, elle te fait le programme d'amont, tu vois, elle te parle du revenu universel. Genre, ouais, c'est ça, tu te dis que tu vas toucher le RSA et rester chez toi, rien faire. Tu sens, elle est en pleine campagne, quoi. Elle est là, ouais, bande de connards. Elle est clairement en plein réquisite pour Fillon. C'était un discours filloniste. Et d'ailleurs, ça a beaucoup parlé de trucs en isme, et tout ça a beaucoup rimé avec ennui. Oui, ça rime pas. On va les couilles de ouf. Et surtout, mon moment préféré, et je vais conclure là-dessus parce que je pense que ça vaut le coup. Enfin, pas qu'il y a eu un moment où on nous a dit « Je vais vous donner des nouvelles de France !» d'un ton un peu ému, tu vois, genre « Ah, vous attendez tout ça depuis le début de la plaidoirie ?» Je ne serais pas les couilles de France. En plus, il se tape sa sœur, il se suicide. C'est vraiment là, genre, putain, qu'est-ce que j'ai bien fait de pas aller voir cette pièce. Mais le meilleur moment pour moi, c'est celui-là, c'est vraiment le ton biblique. Tout est permis. Waouh! Là, déglingue, Baille-Audrey. Et vraiment, genre, la pièce dont t'as parlé a l'air chiante, le discours était un peu chiant, et cette déglingue de tout est permis, et là, pas tellement envie que tu me permettes des choses. Voilà. Non, mais là-dessus, moi je dis que c'est un très beau débat. J'ai rien compris. Toi t'articules pas, toi tu cites des trucs beaucoup trop intellectuels pour moi, mais vous avez l'air super intelligent. Vous avez demandé ? Il y a la lumière violette. La lumière violette au fond. Des gens qui viennent devant et qui sont suréclairés. Ils sont vraiment suréclairés. Puis ce soir, ils sont 4. Ils espèrent tous passer au dernier tour. C'est un petit goût de déjà vu, non? Ou de bientôt vu, surtout. Moi, ce soir, j'ai vu vraiment voilà, une élection qui se déroulait devant nos yeux avec des candidats qui sont prêts, qui sont chauds, mais qui malheureusement nous mentent. Très clairement, ils se croient politiquement et finalement, ils nous mentent. C'est vraiment des vrais politiciens. On a tout d'abord Martin. Alors Martin, il arrive, clairement, il nous cite du Mélenchon, il nous fait des trucs, les drapeaux, on le voit dans les cortèges, machin. Sauf que, c'est pas toi, Mélenchon, il est pas mal. Mélenchon, il est pas mal, et puis toi, quand on t'écoute, t'es entre deux candidats, en fait. Quand on te regarde bien, si vous imaginez Hamon jeune, vous imaginez Fillon jeune, vous les fusionnez, je pense qu'on arrive à Martin Foliasson. C'est à peu près ça, on ne va pas être très loin. Et c'est vrai que tu nous cites du Mélenchon, mais tu es en effet un mix entre Hamon et Fillon. Tu as à peu près le charisme d'Hamon, il faut bien le dire, et tu as également, tu es un voleur comme Fillon, tout simplement, puisque tu ne fais que voler à tout ce qui existe. Alors tu nous as tout cité, tout ce qui était possible, toute la bibliothèque rose. Enfin, c'était un peu étrange. Alors, l'avantage, c'est comme tu es sincère, tu nous dis, je vais vous faire un discours naïf. Enfin non, vous pensez que j'ai un discours naïf, mais en fait, tu nous as surtout fait un petit discours de petit blanc et gris, avec ce petite chose un peu incroyable, que tu es la seule personne qui arrive à vous citer des versets, des chapitres, des épîtres de Gontran et de Picsou Magazine. Alors je t'explique, il y a des pages en bas, il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de paragraphe, c'est le journal de Mickey, ça se lit d'une traite. Tu ne peux pas citer un chapitre de Gontran Bonheur, ça n'existe pas. Il n'y a pas de chapitre, il y a éventuellement des épisodes, mais il ne faut pas nous prendre non plus pour des... voilà. J'aimerais dire des choses sur toi, mais bon, le problème c'est que, pareil, il y a des moments de vérité. Tu nous as parlé de Philippines, hein, c'est qui les cantons. Voilà, et forcément, ça c'est ta blague, et forcément, là, quand je vous parlez de Philippines, j'ai compris. Parce que ton discours, il commence comment? Quoi?
Merci. C'est à toi, Audrey. C'était à peu près ça. Et en fait, ça, c'est une vraie sincérité. Parce que tu me l'as dit dans ton discours. Moi, et j'ai compris ça avec Philippine, c'est ta phrase exacte. Hein. Vous savez... Ah mince, j'ai perdu ta phrase exacte. C'est « je peux pas faire ça en quelques minutes ». Mais on a compris qu'il fallait plusieurs heures. Alors s'imagine tout ce qu'il fait de l'amour pendant des heures. Mais il se prépare pendant des heures. Et il est là avec son petit préservatif. Il est là. Il met bien droit. Il vérifie la lampe. Il met la petite truc. Et puis bah, quand c'est parti quoi. Ça va. On a droit à 5-6 minutes de truc. Pas très agréable. On sait pas vraiment ce que c'est. Et ça finit assez vite. Donc c'est vrai que l'allégorie est voilà, ce qu'on appelle un discours performatif en fait. C'est faire ce qu'on veut éprouver et ce qu'on veut expliquer. Et je trouvais ça assez malin. Après, tu nous as fait des comparaisons qui n'avaient strictement aucun sens. Hein. Il faut avoir une maladie pour avoir des anticorps. Enfin, il faut avoir des MST pour mourir. Il faut avoir la séparation pour aimer. Il faut mourir pour vivre. Ça marche aussi. Enfin voilà, tu peux pas faire jeter des phrases comme ça qui n'ont aucun sens. La blague sur le beg, au début, moi je trouvais ça pas mal parce que j'ai cru que t'étais beg. Mais en fait, tu l'étais pas, donc ça marchait pas si bien que ça. Et puis après, tu as un seul point. Si vous avez vraiment un truc à corriger dans ton discours, je ne sens plus rien, merci. Vous avez fait imprécis à chaque fois. C'est pas grave. J'arrête, c'est de la coke. Un seul truc. Un truc qu'il faut que tu changes. Tu nous cites Bec BD. C'est pas la meilleure citation de Bec BD. Hein. Bec BD fait plein de citations que vous pouvez réutiliser pour la drague, hein, qui sont toutes pourries. Mais, toi, t'es comme un partenaire, t'es tiré les coups de foudre, ça c'est du Bec BD, tu vois. Donc ça, tu peux l'utiliser dans ton prochain truc, ça ne marchera pas, mais t'auras essayé de citer du Bec BD autrement que ton truc que tu nous dis qui ne servait à rien. Tu nous as cité du Voltaire, que ça marchait pas non plus. Non, en fait, le truc qui te manque, c'est une vraie citation, et une vraie citation, les citations d'Audrey. Audrey n'hésite pas, elle se cite du Goebbels, et hop, on y va, et là, on sait quelque chose, et on arrive sur Audrey. Parce que forcément, Audrey, c'est une autre candidate qui s'ignore également. Alors elle voudrait faire, on voit, hein, dans ce discours, France, aux Français, France, aux Français. Enfin, elle veut être marine. Comme lui, il veut être Mélenchon, toi tu veux être marine. Tu dis comme ça, je suis directement qualifié au second tour, c'est génial, ça va marcher, c'est super efficace. Sauf qu'en fait, t'es plutôt Artaud. Il y a ce phrasé, c'est vrai. Attends, travailleur, travailleuse. Il y a ce petit Roland qui marche pas mal, hein, c'est saccadé, mais des fois ça s'arrête en milieu de phrase. Et nanana, et on ne sait pas ce qu'il y a à la suite, mais voilà, le phrasé il est pas mal, mais il n'est pas totalement maîtrisé, donc ça fait un peu, oui, ça fait un peu très vieille France, je suis vraiment dégueulasse. Comment on va faire prendre à ça. Alors oui, habitants masqués des plafonds. Forcément, quand tu dis un truc de ce genre, les gens regardent le plafond. Ils se disent, y avait-il des habitants masqués? Est-ce que c'est pour ça qu'ils ont refait le plafond? Il y a plein de questions, et là forcément on te perd, c'est trop imagé, ça va trop vite, trop loin. Après, tu nous parles de Inseculas Seculorum. Moi, je connaissais Inspeculos, c'est le coup qui prend. Et, ça veut rien dire. Et après, on a en effet des vraies questions qui sont posées avec ce cher Franz Gerbart, qui est en effet très intéressant comme bonhomme. Je fais semblant de le connaître. Hein. Qui est quand même une personne intéressante et tu poses des vraies questions, tu oses faire des choses. Tu mets quand même relativisme et nazisme dans la même phrase. Et ça, je trouve ça intéressant. Là, tu poses une vraie question. Parce que finalement, je trouve qu'on est assez dur. On dit le nazisme. Non mais c'est vrai, toujours. Dès qu'on dit nazisme, on fait ah non, c'est dégueulasse. Moi je suis désolé, hein. Comme dit souvent un de mes très bons amis, est-ce qu'on peut véritablement juger d'un projet qui n'est pas allé à son terme? Je ne sais pas, je pose la question et tu poses la question et là j'ai trouvé ça intéressant. Après on est revenu sur l'histoire de la morale. La morale, ouais, c'est bien. C'est Nietzsche qui explique que la morale, c'est juste un manque d'occasion. Donc en gros, le mec, il te vante la fidélité en disant la fidélité, c'est la morale, et le mec, il meurt de la syphilis. Mais bon, c'est des arguments qui peuvent tenir, mais qui ne tiennent pas tant que ça. Donc moi, de ton discours, je retiendrai ouvrier, ouvrière, le nazisme vaincra.